bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Prenons le temps ensemble d'analyser, de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. Faisons-le d'abord avec notre invité du jour, Olivier Jacquin, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste de la Meurthe-et-Moselle et vous êtes membre de la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable. Vous allez réagir avec nous à différents sujets lors de cette émission et notamment au prolongement de l'état d'urgence sanitaire alors que le texte adopté à l'Assemblée va être débattu au Sénat cette semaine car c'est l'un des sujets du club Allons plus loin. C'est aussi un club, 3 chroniqueurs et chroniqueuses qui ont des choses à nous dire. Avec nous aujourd'hui, Marie Brémaud, on va parler avec vous, j'en parlais à l'instant, de l'état d'urgence sanitaire dont l'Assemblée a voté la prolongation jusqu'au 7 février. Oui, et ça a moins été une formalité qu'au printemps dernier. Au Sénat, vous allez le voir, on prépare la bataille. Quentin Calmet est également avec nous. Et Quentin, vous vous êtes intéressé, vous, au recours aux ordonnances. Il faut dire que le gouvernement y a fait beaucoup appel ces derniers mois. Oui, ce recours aux ordonnances qui permet d'enjamber le débat parlementaire, c'est là aussi un sujet très chaud de la semaine au Sénat. Ah oui, on a hâte. Et enfin, Marie-Pierre Bourgeois est avec nous. Marie-Pierre, vous allez nous parler des mesures prises par le gouvernement pour mieux protéger les agents publics alors que l'assassinat de Samuel Paty est encore dans tous les esprits. Et oui, Amélie de Montchalin est avec nous ce matin. Elle a annoncé beaucoup de choses pour la fonction publique. On en parle tout à l'heure, Tam. À tout à l'heure, Marie-Pierre. Dans une demi-heure, le débat d'Allons plus loin consacré à la Covid. Alors que le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, alerte sur une situation très difficile, voire critique, on va s'intéresser à la deuxième vague. Est-elle encore plus difficile à gérer pour l'hôpital? Et pourquoi? Avons-nous appris de nos erreurs depuis le mois de mars? Et enfin, comment s'en sort la France par rapport à ses voisins européens? Beaucoup de questions, on va essayer de vous apporter quelques réponses. #ALPL pour réagir sur Twitter. Mais d'abord, les syndicats et organisations patronales à Matignon pour une conférence sociale avec le Premier ministre Jean Castex. En pleine crise économique, la réforme de l'assurance chômage et la question de son report étaient notamment au menu des discussions. Baptiste Lépinet. Ce matin, Jean Castex ouvrait à Matignon une conférence sociale. Autour de la table, les représentants du patronat, les syndicats et le gouvernement ont abordé les conséquences économiques de la reprise de l'épidémie. Au menu, le nouveau report de 3 mois de la réforme sur l'assurance chômage. Les syndicats, eux, plaident davantage pour l'abandon de cette réforme qui prévoit notamment un durcissement des indemnisations. Face à un chômage qui augmente fortement, cette réforme, petit à petit, on est en train de faire la démonstration qu'elle n'est pas du tout adaptée à la période, en plus de son injustice initiale. Autre point abordé, la hausse de la rémunération des travailleurs de la seconde ligne, exposés lors du confinement. Mettre en place une mission qui devrait démarrer prochainement, alors qu'on parle des deuxièmes lignes et de leur importance dans l'économie depuis le mois de mars, c'est absolument scandaleux. Et donc, nous avons insisté pour que le gouvernement mette la pression, si je puis dire, en augmentant le SMIC. Pour les représentants du patronat, c'est surtout le maintien de l'activité économique qui est primordial. Si on revient à un confinement sur le modèle de mars, on risque un écroulement de l'économie. Donc c'est ce curseur difficile que le gouvernement doit déterminer. Le Premier ministre, quant à lui, s'est félicité des avancées sur l'emploi des jeunes et a réinsisté sur l'importance du dialogue dans cette période de crise sanitaire. Le dialogue social en particulier est une nécessité de notre action publique. C'est la méthode que je cherche à promouvoir. C'est une méthode aussi faite de pragmatisme. Le chef du gouvernement a également indiqué que des annonces seraient faites dans la semaine au sujet du télétravail. Olivier Jacquin, on se demande un peu à quoi sert cette conférence sociale, puisqu'on voit chacun plaider sa cause. Le MEDEF qui plaide pour ne pas reconfiner, les syndicats pour l'un qui parle de l'assurance chômage, pour l'autre de la hausse de la rémunération des travailleurs en deuxième ligne. On voit que c'est un petit peu compliqué aujourd'hui. Oui, mais c'est plus la priorité. Et il nous aurait rassuré de retirer cette réforme-là et en même temps celle des retraites qui est aussi en suspens. Non, mais vous voyez l'anxiété en ce moment dans la société. Là, on nous parle d'une réforme qui est véritablement punitive, alors qu'on risque d'avoir un tsunami du chômage. Vous parlez de celle de l'assurance chômage qui est suspendue et reportée jusqu'au mois d'avril normalement. C'est ça.
C'est ça. Et je crois qu'il y a plein d'autres sujets à travailler. Le sujet du télétravail, le sujet des deuxièmes lignes, l'accompagnement des travailleurs qui vont devoir changer de métier. Parce que c'est une réalité aujourd'hui. Il y a des secteurs qui sont tellement sinistrés qu'il va falloir être bienveillant au maximum. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire en ce moment, accompagner notre population. Le gouvernement avait pris de bonnes décisions sur le chômage partiel, sur le fonds d'aide aux entreprises. Et donc, plutôt que de nous dire... ma promesse présidentielle, non, celle-ci n'était pas une promesse présidentielle, c'était les retraites, mais la réforme du chômage, je la fais quand même. On a bien compris qu'ils ne la feront plus. Enfin, en tout cas, j'espère, mais ça aurait été plus simple et plus sain. Vous dites qu'il faudrait l'abandonner tout simplement. Mais oui, il y a d'autres priorités. On a aussi entendu le président du MEDEF, Geoffroy Roux de Bézieux, qui dit le reconfinement total serait synonyme d'un écroulement de l'économie française. Est-ce que pour vous, il faut le faire malgré tout si la situation sanitaire l'exige ? On a compris que la stratégie du couvre-feu était une tentative de contourner le confinement complet, mais on va voir les chiffres, et puis il y a un principe de réalité à un moment. Si on n'y arrive pas, ce sera peut-être malheureusement une solution, mais c'est dramatique, ouais. Allez, Olivier Jacquin, restez avec nous, on va continuer à parler de la Covid, mais au plan parlementaire notamment, c'est l'heure du club. Et on va commencer ce club avec Marie Brémaud et on va commencer par s'intéresser à l'état d'urgence sanitaire. Le texte adopté à l'Assemblée samedi dernier arrive donc au Sénat mercredi, Marie. Et cet état d'exception continue de soulever des inquiétudes sur les atteintes qu'il suppose à nos libertés. Oui, certains ont donc haussé le ton lors de l'examen à l'Assemblée nationale. Cela a moins été une formalité, dirons-nous, que lors de l'examen du premier état d'urgence sanitaire au printemps dernier. Mais in fine, l'état d'urgence sanitaire a bien été voté par 71 voix contre 35 et donc prolongé. Pour rappel, un état d'urgence décrété le 14 octobre avec un couvre-feu qui a démarré le 17 octobre et donc un état d'urgence sanitaire prolongé jusqu'au 16 février et qui prévoit un régime de sortie progressif jusqu'au 1er avril. Olivier Jacquin, sur ce calendrier, je voulais avoir une première réaction. Est-ce que vous trouvez que jusqu'au 16 février, c'est trop long ? Ça pose question. Donc on le dit bien, la priorité, c'est la lutte contre cette maladie terrible. Ok, mais la manière de faire, elle nous pose question. Un tel flot d'ordonnances, les ordonnances, vous l'avez dit tout à l'heure, je crois, c'est contourner le Parlement, c'est penser qu'on va travailler plus vite et mieux en contournant le Parlement. Autant le supprimer, tant qu'à faire. Non, mais là, on est à plus de 90 ordonnances. On va en parler avec Quentin. Okay. On va parler des ordonnances, mais là on reste vraiment sur l'état d'urgence sanitaire. Sur la question des délais, c'est impressionnant puisqu'on nous dit 6 semaines de couvre-feu et puis on va voir sans que le dispositif ne soit bien bardé. Ça devait aller plutôt au mois de décembre et puis là maintenant on nous annonce jusqu'au 7 février. Donc. Voilà, c'est ça. Et là, non, c'est le dispositif d'urgence qui est étendu jusqu'en février. Voilà. Le couvre-feu, il reste à 6 semaines pour l'instant. Alors Olivier Jacquin, ce choix de l'exécutif, il l'est pour pouvoir réagir quand même rapidement face à la deuxième vague et qui se justifie selon le gouvernement par le caractère imprévisible de l'épidémie et la forte hausse du nombre de contaminés dans l'Hexagone. Et sans surprise, la présidente de la commission des lois à l'Assemblée nationale, La République en marche, Yaël Braun-Pivet, qui était à votre micro, Tam, il y a quelques jours, défend ce régime d'exception. On l'écoute. Nous, on autorise le gouvernement pour une certaine durée à utiliser un certain nombre de pouvoirs compte tenu d'une situation sanitaire exceptionnelle. Donc tout cela est extrêmement encadré, est extrêmement balisé, donc ça n'a rien de permanent. En revanche, il est impératif, et tout le monde peut le comprendre aujourd'hui, qu'à une situation sanitaire donnée, il nous faut une réponse juridique donnée. Et on restreint tout de même nos libertés face à des impératifs de sécurité sanitaire. On l'entend, ça peut inquiéter. Mais ça peut inquiéter, mais vous savez, à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle, il y a 2 statuts. Une qui représente l'ordre public et une qui représente la liberté. Et tous les textes, toutes les actions doivent tenir compte de ces 2 impératifs-là. Et là, on a la sécurité sanitaire de nos concitoyens, c'est notre priorité, et nos libertés, et il faut concilier les 2.
Sauf que Marie, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent contre ces mesures qui sont très restrictives pour nos libertés publiques. Oui, au premier rang duquel une voix et pas n'importe laquelle, celle de Jean-Marie Burguburu. C'est le président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme. Dans un entretien accordé au journal Le Monde, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Dans son viseur, les libertés fondamentales, celle d'aller et venir, la liberté de réunion, bien celle de manifester. Cet avocat de formation, il dénonce la banalisation des mesures restrictives. En temps de paix, et je le cite, la République n'a jamais connu une telle restriction des libertés. Des mots forts qui peuvent faire écho ici au Sénat, très attaché aux droits du Parlement et à la défense des libertés publiques. Plusieurs sénateurs ont déjà exprimé leur inquiétude sur cet état d'urgence qui dure et qui s'installe. C'est le cas de votre président de groupe, socialiste Patrick Kanner. C'est aussi le cas de Philippe Bas, qui est rapporteur du texte ici au Sénat. Mais c'est aussi le cas du président du groupe centriste, Hervé Marseille. Je vous propose de l'écouter. Écoutez, on a procédé à un confinement de la population, c'est pas rien. C'est interdire les gens de sortir chez eux, la liberté d'aller et venir. Bon, elle était dictée par une situation forte, immédiate, urgente, qui était l'apparition de la circulation de ce virus qui portait atteinte à la santé des Françaises et des Français. Pas que, mais si on en reste à la France, chez nous. Le gouvernement a pris des mesures. Mais on ne peut pas continuer à toucher et à porter atteinte à la liberté d'aller et venir, à la liberté de circuler, à la liberté de travailler en France, sans que ça soit contrôlé par le Parlement. C'est fait pour ça, le Parlement, dans un pays démocratique. Et ce qu'exigent les sénateurs, c'est de pouvoir exercer leur rôle de contrôle. Merci beaucoup Marie-Olivier Jacquin. Donc le texte sur l'état d'urgence arrive mercredi au Sénat. Est-ce que vous, personnellement, vous allez le voter? Vous allez voter contre? Vous avez déjà décidé? Je suis plutôt pour voter contre. Je le rappelle bien, la priorité, c'est de lutter contre la maladie. Je crois que ça fait unanimité, mais la manière de faire n'est pas respectueuse du Parlement. C'est incroyable, dans notre pays, que l'on puisse re-questionner de cette manière la démocratie, le peu de considération du Parlement, comme si c'était un objet en trop. En plus, j'ai dit de manière un peu provocante, dans ce cas, on le supprime. C'est une provocation, je ne le souhaite pas. Mais travailler intelligemment avec le Parlement, ça doit être possible. Quand on ne nous parle pas de délai, on peut en une semaine prendre une loi d'urgence. On en a fait la démonstration. Vous l'avez fait au mois de mars, ouais. Absolument. Et on peut revenir discuter de dispositions. Vous savez, il y a des drôles d'ordonnances. Il y en a d'excellentes sur le fait que, par exemple, a priori, les entreprises qui ne paieront pas leur loyer vont avoir un petit délai. Ça me semble pas mal. Mais je m'occupe beaucoup de transport. Il y a un dispositif concernant la régulation des aéroports. Je ne comprends pas ce que ça fait dans une ordonnance. C'est incroyable. Il y a des questions extrêmement importantes qui se posent. Ça pose beaucoup de questions, les ordonnances. Mais juste sur votre vote, quand vous voyez qu'aujourd'hui, on est à plus de 50 000 contaminations par jour, sur le fond, comment est-ce que ça va être interprété, le fait de vous opposer à l'état d'urgence sanitaire? Pour l'instant, le texte tel qu'il est, c'est une chose. Ensuite, il faudra voir les débats et ce qui passe dedans. Il est possible qu'on s'abstienne derrière parce que en fonction de l'évolution de la discussion. Niveau clarté pour les gens, en ce moment on a besoin d'unité nationale aussi. Non mais c'est pas sous prétexte d'unité nationale qu'on fait tout et n'importe quoi, et notamment avec la démocratie et le Parlement. Je vais sur un sujet qui est sensible, qui concerne, croit-on, les élus, mais c'est une vraie question démocratique, sont les futures élections. À laisser entendre que les élections pourraient être déplacées, différées, alors qu'on a le droit de travailler. Les élections départementales et régionales prévues pour mars 2021. Oui. Alors qu'on a le droit d'aller travailler, d'aller à l'école, d'aller à la fac, etc. Et c'est bien. On laisse entendre que la démocratie, ma foi, c'est peut-être quelque chose de secondaire. Vous avez parlé de l'excellent article de Burguburu ce week-end dans Le Monde. Il y en avait un autre tout aussi bon de Delmas Marty qui... Claire Hédon aussi. Ils sont nombreux à s'interroger. Et
la question, c'est la confiance dans la parole politique et des hésitations. Vous voyez cette mesure qui dit on ferme les bars mais pas les restaurants. Je ne sais pas ce que les gens y pensent et y comprennent. Et moi, je suis extrêmement inquiet pour les gens qui sont des professionnels dans ce domaine-là. Je me demande pourquoi ne va-t-on pas fermer les établissements qui ne respectent pas les règles plutôt que de menacer comme ça tout un secteur. Alors Olivier Jacquin, vous venez d'en parler, hein, l'état d'urgence sanitaire est aussi synonyme de nombreux recours aux ordonnances. Et ça inquiète Olivier Jacquin, et il n'est pas le seul. Oui, on va mieux comprendre votre énervement là, qu'on sent depuis le début de la conversation, car derrière cet état d'urgence qu'on a évoqué... les ordonnances, ça vous travaille. Les parlementaires en général, on va dire que ça vous fait vibrer, car derrière l'état d'urgence qu'on vient d'évoquer avec Marie Brémaud, il y a la question des ordonnances. Cet état d'urgence, il permet un large recours à ces ordonnances. Depuis mars 2020, les services de la Commission des lois du Sénat ont dénombré au total 92 ordonnances sur des sujets très larges, mais 66, vous le voyez, concernent directement la crise sanitaire. Alors certes, le recours aux ordonnances, il s'est accéléré ces dernières années, mais selon les sénateurs, certaines de ces ordonnances des derniers mois, elles ne se justifient pas. Alors on va faire les ordonnances pour tout le monde, pour que tout le monde comprenne bien. Quentin, qu'est-ce que c'est qu'une ordonnance et en quoi est-ce que c'est problématique pour les parlementaires ? Alors, ce recours aux ordonnances, selon le gouvernement, il permet d'aller plus vite, d'être plus agile lorsque l'on veut coller au plus près d'une situation de crise. Et donc, il permet d'enjamber le débat parlementaire. Pas besoin de présenter un texte aux parlementaires. Alors, entre mars et juin, ce sont une 60aine d'ordonnances, je vous le disais, qui ont été prises en lien avec la conséquence de la crise sanitaire. Report du second tour des élections municipales, modification de la procédure pénale ou encore du droit du travail. Ces mesures auraient dû être prises après un vote des deux chambres du Parlement. Mais avec l'état d'urgence, le gouvernement a pu enjamber ce débat à l'Assemblée nationale et au Sénat. On comprend donc que les parlementaires, surtout de l'opposition, y voient une façon de contourner la discussion, une façon de contourner le contradictoire. Oui, car l'un des intérêts de ce régime d'état d'urgence pour le gouvernement, c'est qu'il permet de prendre rapidement des mesures, il permet d'être très réactif face à la crise. C'est ce que dit en tout cas le gouvernement. Exactement, et c'est ce qui est écrit dans la loi du 23 mars qui avait mis en place le premier état d'urgence. Pour être très précis, on va regarder ce que dit la loi. Le gouvernement peut prendre par ordonnance toute mesure, attention ces deux mots, relevant du domaine de la loi, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. On comprend donc qu'on a là un régime d'exception pour faire face à l'épidémie. Écoutez à ce propos le porte-parole du gouvernement. C'était mercredi dernier lorsqu'on a effectivement mis sur les rails la nouvelle mouture de cet état d'urgence. Il évoquait l'importance de cet état d'urgence pour permettre une plus grande réactivité. Ce texte nous permettra d'être plus rapide, plus réactif si la situation était amenée à évoluer à nouveau. Il nous permettra par ailleurs de développer des innovations, et je pense notamment aux tests antigéniques. Il nous permettra de combattre au mieux et au plus vite le virus. Voilà ce que je retiens de ce texte. L'urgence est là et les parlementaires ne s'y sont pas trompés, car dès ce week-end, le projet de loi sera débattu à l'Assemblée nationale. Alors le Sénat avait déjà tiré la sonnette d'alarme sur les ordonnances. On peut s'attendre donc cette semaine à des prises de parole fortes sur ce sujet de la part des sénateurs. Oui, tout à fait. On comprend que ce sujet tient particulièrement à cœur au Sénat. Cela entre dans sa mission de contrôle de l'exécutif. Le Sénat qui se revendique de plus en plus même de ce rôle de contre-pouvoir qui assure un suivi des décisions du gouvernement. Gérard Larcher veut étendre ce pouvoir de contrôle. Il l'a dit, c'était le 1er octobre dernier. Tam, rappelez-vous, le jour de sa réélection à la présidence du Sénat, on le réécoute. Depuis mai 2017, 183 ordonnances publiées. Recours abusif, car il est loin d'être toujours justifié par l'urgence. De surcroît, le gouvernement met plus de temps à les publier que nous n'en mettons pour voter les lois. Nous devons donc, mes chers collègues, mieux contrôler le recours aux ordonnances. Et donc le Sénat a créé une nouvelle délégation au contrôle des ordonnances. Ça a été annoncé la semaine dernière. Le Sénat qui entend refuser tout chèque en blanc sur les ordonnances. Je cite Philippe Bas, le rapporteur du texte qui arrive demain en commission sur l'état d'urgence qui revient. Il a dit à chaque fois que ce sera possible, nous prendrons des dispositions dans le dur. Sous-entendu, vous allez essayer d'écrire la loi plutôt que d'étendre le pouvoir de rédiger des ordonnances pour le gouvernement. Cela promet effectivement quelques passes d'armes dans l'hémicycle entre le gouvernement et les sénateurs. Ce sera à suivre en séance publique mercredi. Sam. Peut-être quelques passes d'armes avec Olivier Jacquin, parce qu'on vous a attendu vous chauffer sur la question des ordonnances.
Bon, on entend le Sénat qui crée une délégation, mais sur le fond, comment réellement s'opposer aux ordonnances? Quelle est la parade? C'est aussi reconnu constitutionnellement, enfin, ça pose pas de problème de droit. Alors, si vous n'êtes vraiment pas d'accord, que faire? Vous savez, je suis sénateur depuis 3 ans seulement. Je suis jeune sénateur. Je n'avais jamais calculé que je serais là il y a longtemps. Moi, je suis agriculteur. J'ai découvert le débat parlementaire sans y être véritablement préparé, avec un rapport d'étonnement plutôt positif sur la qualité du débat parlementaire, sur le beau débat parlementaire, quand il y a le juste nombre dans l'hémicycle, une bonne représentation, et quand on a le temps de faire des propositions, d'enrichir le texte. Et j'ai travaillé sur quelques textes où je crois le Parlement a pu jouer son rôle. Ce temps, c'est pas du temps de perdu, c'est un temps nécessaire. Non, on fait trop de lois, il vaut mieux les faire bien, et qu'elles durent, et qu'elles soient... Mais même quand c'est l'état d'urgence? Même lorsque c'est l'état d'urgence, même lorsque c'est pour répondre à des situations comme celle qu'on vit aujourd'hui et qui est complètement exceptionnelle. Mais on peut prendre une loi d'état d'urgence en 1 semaine. On peut revenir devant le Parlement sur certains dispositifs qui sont très complexes, très techniques, qu'il faudrait pouvoir rediscuter posément. Tout n'a pas à être... mis dans ce texte, dans ces ordonnances. Qu'on aille vite, là, par exemple, sur les nouveaux systèmes de détection, peut-être, puisque c'est une innovation, il va falloir réagir vite, mais il y a plein de choses. On peut prendre le temps de la discussion parlementaire. Quand vous dites le Sénat contre-pouvoir, je suis désolé, il faut aller voir dans d'autres démocraties au monde, et on se rend compte que la France a un Parlement extrêmement faible. Quand j'écris à un ministre qui ne me répond pas, je voudrais savoir où est mon pouvoir de contrôle. Mais non, il faut le dire. C'est pas, moi, je trouve pas ça acceptable. J'ai pu regarder ce qui se passait à l'étranger. Un rapport trop inégalitaire avec le gouvernement pour vous? Un rapport comment? Inégalitaire avec le gouvernement. Complètement. Et il faut utiliser des stratégies de lobbying, entretenir de bonnes relations avec les ministres pour qu'ils vous répondent, etc., etc. Non, nous sommes faibles, trop faibles. Et c'est la vraie question. C'est pas le nombre de parlementaires la question. C'est la qualité du Parlement. Mais bien sûr. Bien sûr. Allez, on sort de l'état d'urgence, on va parler d'autre chose, Olivier Jacquin. Non, pas du tout. On va parler avec Marie-Pierre Bourgeois des mesures prises par le gouvernement pour mieux protéger les agents publics, Marie-Pierre. Après la mort de Samuel Paty, le gouvernement cherche à muscler ses discours et ses actes, notamment dans la fonction publique, vue comme l'un des remparts dans la lutte contre l'islamisme. Nous avions ce matin sur Public Sénat Amélie de Montchalin. Amélie de Montchalin, c'est la ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Elle a annoncé comment mieux protéger les fonctionnaires qui sont parfois menacés sur les réseaux sociaux. Pour elle, c'est une vraie question parce qu'elle estime qu'aujourd'hui, 6000 agents hors police et magistrats sont victimes de menaces chaque année sur Internet. On l'écoute. Première mesure que je prends en tant que ministre et qui est d'application immédiate, pas besoin de loi, c'est de mettre à jour le texte de 1983 sur la protection des agents. Dans ce texte de 1983, par définition, on ne tenait pas compte des menaces sur les réseaux sociaux. Alors, est-ce que cette mise à jour est utile, Marie-Pierre? Alors, c'est pas facile de vous répondre, honnêtement. Il y a d'abord le point de vue juridique. Pour Lorraine Carrère, qui est avocate au cabinet Seban, qui est spécialiste de la fonction publique, la loi suffit. Je voudrais partager avec vous le texte de 1983, qui est l'un des grands textes fondateurs de la fonction publique. La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages. D'après l'avocate, si évidemment le texte ne fait pas référence aux réseaux sociaux, il s'applique bien aux menaces en ligne. Mais force est de constater que ce n'est pas du tout écrit noir sur blanc et que la portée symbolique d'ajouter dans cette loi les menaces en ligne, elle est évidemment très très forte. Autre annonce de la ministre ce matin sur Public Sénat, c'est celle d'un soutien plus marqué de la part de la hiérarchie aux agents menacés. Regardez. Quand on attaque un agent public, on attaque la République. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que non seulement la hiérarchie on va rappeler son obligation très forte d'accompagner les agents, de porter plainte avec eux, de signaler au procureur, signaler les faits. Votre hiérarchie ne pourra plus, si tel était le cas, minimiser, faire comme si... Il y avait un peu un pas de vague. Ouais, le pas de vague, c'est terminé. Oui, le pas de vague, c'est terminé. Alors, est-ce que ça, c'est une nouveauté, Marie-Pierre?
Alors, ce que m'a expliqué l'avocate Lorraine Carrère, c'est que là aussi, en tant que supérieur hiérarchique d'un fonctionnaire, vous êtes déjà tenu par la loi de faire remonter des insultes, des menaces, des agressions. Si vous ne le faites pas, vous êtes en tort d'un point de vue juridique. Là encore, il y a ce que dit la loi et puis il y a évidemment la réalité. D'abord, la première difficulté, c'est que c'est pas toujours facile de savoir à qui vous adresser quand vous êtes un fonctionnaire qui subit des pressions sur les réseaux sociaux. Si vous êtes agent à l'état civil dans votre mairie, par exemple, et que vous êtes insulté, c'est facile de savoir vers qui vous tournez. Ça va être votre chef de service, par exemple. Si par contre vous êtes professeur, là, votre supérieur hiérarchique direct, c'est l'inspecteur d'académie. Et là, ça peut être assez compliqué pour le joindre. Autre difficulté, évidemment, c'est que le supérieur hiérarchique soit un peu gêné, qu'il détourne le regard. Mais on peut espérer que le message clair de la ministre change vraiment la donne. Oui, alors il y a une vraie nouveauté aussi dans les propos d'Amélie de Montchalin. Eh bien, c'est la formation des agents, Marie-Pierre. Oui, comme vous le dites, la ministre a expliqué que l'obligation de formation, elle devait aujourd'hui aller beaucoup plus loin. Alors, elle existe déjà. Il y a déjà des formations qui sont organisées. Mais Amélie de Montchalin, elle propose, que ça devienne obligatoire. Elle propose, par exemple, d'envisager une sorte de socle commun autour de la laïcité dans le cadre de formation pour les agents. Il y a un sujet qui inquiète aussi beaucoup ici au Sénat, c'est celui des fonctionnaires radicalisés. On a beaucoup parlé de cette situation à la RATP, à Aéroports de Paris, à la SNCF. Un rapport du Sénat de l'été dernier avance même un chiffre. Les agissements des personnels de l'éducation nationale sont à l'origine de 14% des atteintes à la laïcité signalées. Merci beaucoup Marie-Pierre pour toutes vos explications. Alors ce que nous explique Marie-Pierre, c'est que finalement les protections dont parle la mairie de Montchalin ne sont pas forcément nécessaires d'un point de vue purement juridique, mais tout de même ce sont des symboles. C'est important ce type de prise de parole de la part du gouvernement ? Eh ben, je pense. Là, j'ai entendu une ministre qui est bienveillante, qui rassure, qui est derrière les fonctionnaires. Et il faut savoir que certains sont exposés à des situations assez tendu. Il faut aller voir dans une préfecture comment ça peut se passer. J'ai vu dans un service d'urgence, vous savez, les gens qui répondent au téléphone. Oui, c'est ça. Mais c'est incroyable la charge qu'ils supportent, les tensions. Donc que ces personnels de guichet soient ainsi entouré, encadré, je ne suis pas sûr que ce soit extrêmement efficace. La juriste le disait, mais c'est un bon signe. C'est un signal adressé aux agents de la fonction publique de leur dire votre hiérarchie est avec vous aussi. Absolument. Et ça, je trouve ça bien, vous voyez. Alors que tout à l'heure, Castex qui sort de là en disant les retraites, vous verrez, ce sera pour le chômage, on revient dans quelques mois, il stresse tout le monde. Un mot sur les craintes d'être un élu local aujourd'hui, parce que tout ça va aussi dans le contexte de l'assassinat de Samuel Paty. Quand vous voyez par exemple les appels à la décapitation du maire de Bron et d'autres, on voit aussi que ce problème il s'étend et c'est pas seulement les agents publics. Merci de me poser la question, parce que la protection des fonctionnaires, je pensais à ce dossier de la protection des élus qui sont aussi très exposés. On a eu des affaires lourdes il y a quelque temps dans notre pays, ça continue malheureusement, et c'est un point extrêmement important. On a eu des petits progrès dans la législation, les procureurs font attention d'être réactifs, toute la chaîne se met en place, mais c'est le sens civique de notre pays qui est vraiment interrogé. Mais je voudrais pas... Enfin, il faut rappeler que ce cinglé, ce malade mental qui a assassiné ce Samuel professeur... c'est pas quelqu'un de normal. Il ne faudrait pas généraliser et laisser entendre qu'il y a des gens dangereux dans tout notre pays. Puis surtout, cet amalgame avec les musulmans. Je connais beaucoup de musulmans, mais qui sont horrifiés par la situation, par l'amalgame. Entre 5 et 6 millions en France, évidemment. Mais bien sûr, et c'est une religion de paix. C'est une religion de paix. Toutes les religions ont leurs intégristes, ou les ont eus. Je ne vais pas rappeler la Saint-Barthélemy, ou d'autres épisodes pénibles, mais c'est une réalité. Allez, Olivier Jacquin, on va terminer en parlant de votre territoire, la Meurthe-et-Moselle, où s'est rendu notre journaliste Fabien Recker. Il s'est intéressé aux conséquences de l'activité minière sur le sous-sol. Regardez. À Raucourt, dans le sud de la Meurthe-et-Moselle. À 400 mètres du village, s'étend une zone naturelle inaccessible aux habitants. Ça a l'air d'un espace naturel, mais c'est en fait un espace industriel. En fait, l'industrie du sel, c'est une industrie à la campagne. Une industrie qui exploite les nappes de sel situées 160 mètres sous la terre. À force, le creusement du sous-sol entraîne des affaissements de terrain et l'apparition de cratères qui se remplissent d'eau. Un paysage bucolique, mais complètement inutilisable pour la commune. Les gens avaient imaginé qu'on pouvait recycler ce genre de site pour faire des bases nautiques, etc. Mais là, c'est complètement impossible à cause de la dangerosité du site.
Ces pompes injectent de l'eau sous pression jusque dans la nappe de sel. L'activité représente un risque pour les habitations à proximité. Cette station de pompage, vous voyez à quel endroit elle se situe par rapport à la ferme. Dans quelques années, quand ils vont commencer les affaissements, la ferme elle sera au bord de l'affaissement et on espère pour eux que ça n'aille pas plus loin. Une fois pompée, l'eau saturée de sel appelée saumure est envoyée vers les usines de traitement situées dans les communes voisines. Parce que la commune d'Haraucourt n'héberge aucun ouvrier du sel, elle ne perçoit pas d'indemnité pour le dommage qu'elle subit en vertu de la fiscalité minière. On est au pays de l'or blanc, c'est une économie pour le territoire, mais c'est aussi des dégâts. Et ce qu'on regrette, c'est que finalement, le milieu rural qui voit les dégâts de plus en plus importants sur leur territoire, en fait, sont petit à petit exclus de la redevance des mines à cause du mécanisme de redistribution. Pas de retombées fiscales, mais des conséquences à long terme pour l'urbanisme des communes. À Moutier, dans le nord du département, la mine de fer a fermé en 1982. Les dégâts causés au sous-sol se ressentent toujours aujourd'hui. En bleu, vous avez donc la représentation des affaissements de 1997, où une trentaine de maisons ont été donc touchées. Ensuite, la zone rouge représente le deuxième affaissement de 2005. Toutes les maisons sur cette zone ont été détruites. Au bout de cette rue, un quartier entier a dû être rasé. Donc là, il y avait une rangée de maisons qui allait jusque là-bas. Exactement comme ça. Et une seconde rangée qui revenait à 90 degrés vers la route. Il n'y a plus de désherbe, il n'y a plus rien. On est en attente que ce terrain s'effondre. On sait pas trop. On a très peu de zones qui restent pour attirer de la population et construire de nouvelles maisons. On ne peut pas avoir des infrastructures qui se rajoutent s'il n'y a pas de la population en plus. Il n'y a pas de commerces qui sont attirés à venir chez nous parce que bon, il n'y a pas suffisamment. Enfin, c'est tout un processus qui en découle. Si la Meurthe-et-Moselle est fière de son passé minier, ses élus demandent à l'État de mieux prendre en compte le préjudice géologique qu'a subi le territoire. Voilà donc l'une des illustrations des difficultés auxquelles peuvent faire face les élus locaux. Olivier Jacquin, voilà en fait les dégâts de l'exploitation minière qui virent au casse-tête. Absolument. Des contraintes d'urbanisme terribles, l'impossibilité de moderniser une maison dans certains secteurs à risque d'affaissement, de faire une simple véranda. Et on souhaiterait que l'État soit plus bienveillant envers ces communes qui subissent des contraintes très très fortes. Il y avait auparavant des dispositifs financiers d'accompagnement de ce qu'on appelle l'après-mine. Et ces dispositifs ont quasiment disparu sous prétexte que c'était il y a 20 ans. Mais je vous assure, la belle Marie-Ange que vous avez vue là, elle a des contraintes incroyables à gérer par rapport à un élu lambda. Et comme l'a dit l'excellent Yannick Fagot, le système de redevance des mines est archaïque et ne va pas financer les problèmes d'aujourd'hui. Il est toujours basé sur le nombre de mineurs de fonds présents dans la commune, alors qu'il n'y a quasiment plus de mineurs de fonds. C'est un système par dissolution. Mais on vous entend défendre les élus locaux, Olivier Jacquin. C'est aussi l'objet d'un livre d'ailleurs que vous avez apporté, qui s'appelle « Comment peut-on être élu ?» C'est un livre pour lequel vous avez recueilli de nombreux témoignages. C'est important aussi d'avoir ce témoignage pour expliquer ce que c'est que cette fonction aujourd'hui. Vous voyez, Marie-Ange Chaline, là, si on lui demande ce que ça lui fait d'être élu depuis quelques mois, de récupérer une situation comme ça, elle pourrait me répondre. C'est un livre de témoignages de paroles d'élus de mon département que j'ai été recueillir. Et à un maire à qui je demandais qu'est-ce que tu préfères, alors qu'il m'avait dit auparavant tous les soucis auxquels il avait à faire, il m'a dit comme ça, c'est à se demander si on n'aime pas les emmerdes. Et j'adore cette phrase. Elle dit beaucoup le sens des responsabilités. Le maire, il a porté d'engueulade, dit Gérard Larcher. Exactement. Voilà. Je l'ai cité aussi. Ce conseil exceptionnel de ce maire, il a une particularité, c'est un bel homme de 85 ans. Il a été élu maire l'année de ma naissance, il y a 56 ans. Il vient d'arrêter. Et son conseil aux élus, c'est soyez tolérants, soyez patients, puis rajoute avec un sourire 3 points de suspension, mais soyez persévérants. Soyez persévérants. Ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Olivier Jacquin, d'avoir été avec nous dans ce club d'Allons plus loin. Merci beaucoup, Quentin. On peut Merci le télécharger gratuitement sur mon site internet. Voilà, sur le site internet d'Olivier Jacquin. Tout de suite, le débat d'Allons.